tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et bien évidemment pour parler plateformes de streaming. Et cette fois-ci, on se retrouve pour parler d'une série disponible sur une plateforme de streaming depuis début septembre et qui honnêtement ne payait pas de mine. J'en avais même pas entendu parler à vrai dire, j'ai lancé à tout hasard puisque c'était des thématiques qui me plaisent en général. C'est une série dans une ambiance un petit peu angoissante, j'irai pas jusqu'à horrifique, mais on va en parler. C'est la série Devil in Ohio, donc le diable en Ohio aux États-Unis. Et franchement, c'est une série qui était plutôt inattendue, donc j'avais juste trop hâte de vous en parler. Je vous laisse avec le générique, on se retrouve juste après. Alors, Devil in Ohio est sorti sur Netflix le 2 septembre 2022. C'est une série d'évidemment 8 épisodes, comme quasiment toutes les séries Netflix, qui durent à peu près 45 minutes chacun. Je vais pas vous réexpliquer pourquoi 8 épisodes c'est la durée idéale, à la fois pour les gens qui regardent épisode par épisode, parce que comme ça ils ont un épisode par soir de semaine et ça leur tient une semaine, et également pour les gens qui binge-watch, puisque ça fait une durée tout à fait correcte pour une seule journée. Et c'est donc une série de type drame, thriller. Alors je sais que beaucoup l'ont catégorisé horreur, mais pas du tout, c'est pas du tout une série d'horreur. Et si vous regardez la série en pensant regarder quelque chose dans une ambiance film d'horreur, ce n'est pas le cas. Donc je préfère prévenir parce que faut pas se créer de fausses promesses en fait vis-à-vis de la série. Je pense qu'on a un petit problème de com de ce côté-là d'ailleurs. C'est vraiment un thriller. Au casting de cette série, j'ai eu le plaisir de retrouver Emily Deschanel qui incarne Bones dans la série du même nom et je l'adore. Déjà j'aime beaucoup la série Bones, mais en plus j'adore Emily Deschanel, je trouve que c'est une très bonne actrice, je la trouve extrêmement belle. Honnêtement, pour toutes les actrices qui sont devenues des icônes de séries policières, elle fait partie de celles qui jouent le mieux. Et en plus, elle a également fait des films et notamment elle est apparue dans les Spider-Man de Raimi puisqu'elle apparaît dans le Spider-Man 2 de 2004. Et franchement, je suis vraiment trop contente de la voir et là encore, elle est égale à elle-même et c'est une actrice que j'apprécie vraiment beaucoup. Elle partage l'affiche avec Madeleine Arthur. Alors Madeleine Arthur est déjà apparue dans d'autres productions Netflix, notamment la série de films À tous les garçons que j'ai aimé avant, je crois que c'est ça, qui est une sorte de série de films, on va dire un peu teenage movie, vous voyez, le premier est sorti en 2018, les autres ont suivi, il me semble qu'il y en a un qui est sorti l'année dernière ou l'année d'avant, enfin, c'est toute une série de films et il y en a 3 en tout et ils sont adaptés de romans ados. Elle était également en 2014 dans un film de Burton qui est Big Eyes, et en 2019 elle est apparue dans le film Color Out of Space dont on a parlé quand on a parlé des films What the Fuck, je vous laisse vous référencer à la vidéo. Pour terminer avec les personnages les plus importants du casting, nous avons également Sam Yeager, ou Yeager, je ne sais pas comment ça se prononce, qui joue déjà dans la série The Handmaid's Tale, que j'aime beaucoup par ailleurs, enfin j'aime beaucoup la saison 1, la saison 2, après ça devient plus compliqué, mais j'aime beaucoup l'histoire de The Handmaid's Tale, et c'est un acteur qui lui, c'est vraiment le père moyen américain, vous voyez, pour le coup, il fait le taf. Que nous raconte la série? Nous allons suivre le docteur Suzanne Matisse, elle est psychiatre aux urgences de l'hôpital, et elle-même elle a connu une vie plutôt agitée en tant que jeune, et elle essaye d'aider ces jeunes patients qui se retrouvent à l'hôpital parce qu'ils sont mis en danger par leurs parents, par leur communauté, etc. Donc c'est vraiment le cœur de son métier, c'est vraiment quelqu'un qui est dévoué à son travail. Et dans le cadre de son métier, elle rencontre une jeune fille qui a subi de terribles mutilations, qui est relativement traumatisée, et elle va tout faire pour l'aider. Cette jeune fille, c'est Mae, et elle s'est enfuie d'une espèce de communauté un peu recluse du tréfonds de la campagne américaine. Et donc on va suivre un petit peu à la fois l'enquête pour savoir qui a fait subir ces sévices à cette jeune fille, son intégration dans la famille, la vie du docteur Matisse avec ses différents enfants. On va voir un petit peu comment tout ça va s'imbriquer et former un énorme puzzle qui va être tout notre thriller durant la série. Cette histoire, ce n'est pas une création originale pour la série Netflix, c'est une adaptation d'un roman qui porte le même nom qui est sorti en 2017. Et ce qui est très intéressant, c'est que Devil in Ohio, il a été écrit par Daria Paulatin et que la personne qui adapte la série, c'est Daria Paulatin puisqu'elle est à la fois écrivaine et réalisatrice, elle a travaillé sur pas mal d'épisodes de tout un tas de séries différentes, vous savez, à chaque fois on a un showrunner principal sur une série et ensuite on a un réal qui va s'occuper d'un épisode par-ci, un épisode par-là, donc elle s'est déjà occupée de plein de petits épisodes pour plein de séries différentes pour Netflix, mais pas seulement. Et elle a également réalisé en 2012 un court-métrage qui s'appelait Till It Gets Weird, donc jusqu'à ce que ça devienne bizarre, qui parlait d'histoire de deux ex. Donc pour le moment elle n'était pas forcément très engagée dans le thriller, mais de par l'idée même de faire adapter un roman par la personne qui l'a écrite, je trouvais que c'était super intéressant, super intriguant et que ça promettait une certaine honnêteté dans l'adaptation. Au niveau de la direction artistique, franchement, le visuel a été soigné. Alors attention, il n'y a pas vraiment de choix artistiques originaux, on va dire, qui sortent des sentiers battus, et c'est pas une série ultra esthétisée, c'est pas le but non plus, mais il y a quand même
un intérêt qui a été porté pour les décors, pour les détails, pour les costumes, pour les différentes localisations qui sont choisies, et ça se voit qu'on a soigné le visuel de la série de l'épisode 1 à l'épisode 8. Il n'y a pas d'épisode où on essaie d'en mettre plein la vue au début avec le pilote et ensuite ça part un petit peu en live. Comme c'était le cas dans Archive 81, dont je vous ai parlé dans une vidéo qui est une autre série, bon, horrifique, assumée pour le coup sur Netflix, qui partait très très bien, surtout avec un pilote très efficace et qui, avec le temps, perdait en fait en intérêt. Il y a vraiment une volonté esthétique et visuelle sur tous les épisodes. Ils utilisent plein de caractéristiques de l'horreur, bon déjà parce qu'on traite de communautés un petit peu, on va dire, qui sont en dehors de la société, qu'on pourrait qualifier de secte, et ils vont utiliser tout un tas de clichés visuels associés à l'imagerie de la secte, à l'imagerie un peu christique religieuse, on va dire, mais sans aller trop loin, c'est-à-dire que la série ne bascule jamais dans une série d'angoisse ou une série horrifique. Ils en utilisent les codes pour exploiter la thématique qu'ils évoquent, qui est la thématique de la secte religieuse, mais ils vont jamais jusqu'au bout, dans du gore, dans de l'effrayant, dans du jumpscare, c'est pas du tout le but. Et ils restent en fait sur cette corde raide où ils exploitent à la fois juste assez les clichés pour qu'on sache à quoi on a affaire et qu'on comprenne directement ce qu'ils veulent nous dire par l'image, mais sans basculer dans le trop, dans l'excessif, comme on a pu en parler récemment pour le film Le Bal de l'Enfer. C'est bien utilisé, honnêtement, on a les petites chemises de nuit blanches, on a la plume de corbeau noir, on a la couleur du sang, on a les prières un peu étranges, on a les chants, on a le village dans une sauce un petit peu à la Mormon, vivre comme à l'ancienne, vous voyez, tout ça est mélangé assez intelligemment pour créer une ambiance quand même très particulière, très secte, voilà, clairement, mais sans en faire trop et pour garder quand même la thématique principale de la série qui est le thriller. Alors par contre, parenthèse importante, techniquement, tous les clichés qu'on a autour des sectes, ça n'a pas grand chose de réaliste d'une manière générale, c'est plus un fantasme, une secte fantasmée qu'on va avoir et qui s'est répandue dans la culture populaire. Les sectes se baladent pas de façon encapuchonnée, avec des masques chelous, ils font ça plutôt discrètement puisque c'est le but de rester discret. Là, on est vraiment plus dans une dimension fantasmée. Pour le reste de l'esthétique, on est par contre très dans le cliché et très dans l'habituel de la série américaine, c'est-à-dire la petite banlieue, les grandes maisons, la classe moyenne un peu riche, les grosses bagnoles genre 4x4 et machin, etc. Les uniformes de police. Comment faire pour que les spectateurs sachent bien que notre personnage est un agent de police? Un indice dans cette image. L'établissement scolaire avec les casiers, le bal de promo, le petit clin d'œil à Carrie que j'ai trouvé sympa d'ailleurs. Le fait qu'il fasse un clin d'œil aussi direct et aussi visible à Carrie, j'ai trouvé ça cool. On évolue quand même dans tout ce côté un peu religieux, un peu malsain, etc. C'est un univers qui me parle. On sort pas des sentiers battus complètement, mais c'est fait avec intelligence, juste assez pour que ce soit visuellement beau, agréable à regarder, pour qu'on soit emporté et intrigué par ce qu'on nous montre, parce qu'il distille les indices durant tous les épisodes. Franchement, c'est très sympa. Le point le plus positif de la série, c'est la musique. Alors, de base, il y a une BO qui est intéressante, qui accompagne correctement les actions, mais surtout, il y a une playlist qui est génial, avec des chants mais qui sont magnifiques, qui accompagnent les actions. J'ai essayé de chercher un petit peu ces différents chanteurs, différents groupes qui ont participé à la composition des musiques les plus importantes des épisodes. Après il y a aussi des musiques qui sont empruntées à des playlists plus classiques, mais il y a quand même des musiques qui ont été écrites pour la série, qui sont magnifiques, qui nous font totalement rentrer dans l'ambiance. J'ai adoré, je les ai directement mis dans ma playlist. Mes deux préférés, c'est Gift of the Roses et Lessons of the Fire. Je les trouve vraiment hypnotiques ces musiques, et là encore on est dans le code de la secte, un petit peu fantasmée, avec des chants presque religieux, avec de très belles voix, avec des chœurs, et je trouve ça très beau. Et pour le coup, les musiques sont très bien utilisées dans la série, elles captent ton attention, notamment la scène avec la musique Salutation of the Down, qui est exceptionnelle et qui rentre complètement en résonance avec ce qui est en train de se passer à l'image. J'ai trouvé ça super cool, et ça participe énormément à l'ambiance de la série. Encore plus que l'esthétique, en tout cas ça se marie très bien, et franchement, je voulais mettre ça en avant parce que j'aime quand on pense à tous les détails en fait de l'harmonie, de l'ambiance, et la musique fait largement partie de l'ambiance d'une série, et pour le coup elle est très bien utilisée. Autre point plutôt intéressant, le rythme de la série, donc on est sur 8 épisodes, c'est difficile d'être constamment dans l'action et d'être dans un rythme effréné sur 8 épisodes, et pour le coup c'est pas l'objectif. On est ici dans un thriller, donc dans une enquête avec quand même une dimension psychologique forte, bon déjà parce que notre héroïne, le docteur, est une psychiatre, donc elle va essayer de creuser un petit peu l'émotivité des personnages, c'est sa façon d'enquêter, c'est sa façon d'aider la police, d'être dans l'échange, dans l'observation des petits signaux, etc. Donc forcément c'est pas supra-dynamique, supra-action et super sacrifice humain partout et tous les machins qu'on peut fantasmer autour d'une série qui parlerait de secte, mais c'est quand même assez dynamique pour nous maintenir en haleine durant toute la série. Les dialogues sont relativement intéressants, on nous explique pas trop ce qu'on nous montre. Moi j'aime pas quand
on nous montre à l'image quelque chose et qu'ensuite 2 secondes plus tard, il y a un personnage qui te réexplique ce que t'as vu, ça ne sert à rien, c'est une perte de temps. Là, ils le font pas trop, ils le font. Mais ils le font pas trop. Chaque épisode a son utilité qui rythme un petit peu la vie de la famille et qui rythme l'avancement de l'enquête. Et honnêtement, même si on verse dans des clichés et même si des fois il y a des trucs qui sont quand même super TGCM et pas du tout expliqué. Alors pour ceux qui me posent très souvent la question, TGCM c'est un acronyme pour dire ta gueule c'est magique, c'est un acronyme qu'on utilise dans le JDR, donc dans le jeu de rôle, quand il se passe un truc qui est sorti un peu de nulle part dans le scénario, et dire c'est bon, cherche pas, c'est la magie, c'est comme ça. Donc voilà ce que c'est le TGCM, c'est une expression que j'utilise beaucoup parce que je la trouve très parlante. Franchement, tu te laisses emporter par l'intrigue. Il y a une alliance et un équilibre très intelligent qui est trouvé entre l'enquête, le mystère auquel participent notamment les filles de la famille en sympathisant avec May, et l'aspect oppressant avec cette secte qui, on a l'impression, se rapproche de plus en plus de nous, mais on sait pas vraiment dire comment ou pourquoi ou de quelle manière, mais petit à petit, plus on avance dans l'enquête, plus on en apprend sur ce qui s'est passé, moins on se sent en sécurité, et moins on a l'impression que nos personnages vont s'en sortir ou sont dans une situation agréable. C'est ça qui fait qu'on reste pour l'épisode suivant, et pour l'épisode suivant, et pour l'épisode suivant, parce que plus on avance dans la série, plus on est oppressé et on a envie d'avoir le dénouement final. Et en parlant de dénouement final, bravo à eux, parce qu'ils ont fait un super retournement de situation que j'avais plus ou moins vu arriver, auquel j'avais pensé quelques épisodes avant, puis je l'avais finalement laissé de côté, et ils ont réussi quand même à me surprendre un minimum à cette fin d'épisode. J'ai beaucoup aimé, et ça me fait d'ailleurs dire que s'ils font une saison 2, je la regarderai, déjà parce que j'ai aimé l'esthétique, les thématiques, etc. Mais en plus parce que ce retournement de situation à la fin, franchement, il promet quelque chose de très cool. Il promet quelque chose de très cool parce que moi je veux des réponses maintenant. Là, ils m'ont laissé avec un gros point d'interrogation. Maintenant, je veux des réponses. Et j'espère les avoir dans une prochaine saison, donc pour le moment, la série rencontre un certain succès. J'en suis très contente parce que moi, je veux une saison 2. Du coup, si je fais le bilan, honnêtement, il y a un équilibre très agréable entre l'aspect enquête, l'aspect oppression, l'utilisation intelligente et singulière des clichés de la secte, où on verse un petit peu dans, on va dire, le fantasme sectaire, très christique, etc., un petit peu mormon, mais où quand même, on ne tombe pas complètement dans l'excès, on ne tombe pas complètement dans le grotesque, etc. S'il y a 2-3 scènes qui sont un peu risibles, on va dire, mais c'est vraiment 2-3 moments. Honnêtement, c'est une bonne petite série devant laquelle j'ai passé un bon moment et je me suis fait emporter par l'histoire. Et même si c'est rebattu, vu et revu, je pense que la playlist, qui a beaucoup aidé dans mon cas, le fait que ce soit beau, le fait que ce soit bien mené, le fait que quand même l'actrice principale, qui est l'actrice de Bones, je trouve que c'est quelqu'un auquel on a beaucoup de facilité à s'identifier parce qu'elle joue plutôt bien, même si elle est toujours en très léger surjeu, mais elle joue plutôt bien. Tout ça, ça fait que Netflix a réussi à occuper mes soirées et à taper assez fort pour se faire une place entre HBO, Disney+, et Prime Video avec leurs gros mastodontes du moment que sont Les Anneaux de Pouvoir, que sont House of the Dragon et que sont She-Hulk. Enfin, She-Hulk c'est pas un mastodonte mais c'est une série que je suis justement pour voir jusqu'où va aller la catastrophe. Hein, je vous laisse vous référer à mes derniers avis rapides. En gros, cette série a réussi à se faire une place en cette rentrée qui est surchargée au niveau épisodes, etc. à voir. Et je trouve que c'est mérité. Attention, je ne dis pas ici que cette série est à la hauteur de House of the Dragon ou de Rings of Power qui reste magnifique avec une très belle esthétique et beaucoup de budget. Oh, par contre, c'est clairement à la hauteur, voire au-dessus de She-Hulk, mais bon, c'est pas du tout le même ton, donc c'est difficilement comparable. Mais en fait, c'est intéressant de voir que la série a réussi à trouver un domaine qui n'était pas encore occupé par ces 3 grandes séries qui sont actuellement en cours. Et franchement, c'est une bonne petite série tout à fait distrayante qui ne sombre pas dans l'horreur, donc vraiment, si vous la regardez en imaginant regarder un film d'horreur et qu'on va vous faire peur, c'est pas du tout le cas, c'est un thriller, mais c'est un thriller très sympathique, bien écrit, bien mené, bien mis en image, bien joué, avec des bonnes musiques, que j'ajoute à mes playlists, donc si ça vous intrigue, n'hésitez pas à regarder parce que personnellement je vous la recommande. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur Deville in Ohio jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu la série et à m'en parler en commentaire. Est-ce qu'elle vous intrigue? Est-ce qu'elle vous tente? Est-ce que vous allez tenter de la regarder? Franchement, elle vaut le détour pour des soirées après le boulot. Vous voyez, on est à jour de toutes les séries qui sont en cours, de toutes les grosses séries qui sont en train de sortir. Il nous faut un petit truc détendant, quelques épisodes à regarder. Cette série est parfaite pour ça et honnêtement, je trouve que elle a été bien menée, bien construite, bien écrite. C'est loin d'être un chef-d'œuvre, mais c'est quand même une bonne petite série très sympathique pour finir la semaine. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir comme vous le savez. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez vous abonner juste en dessous et activer la cloche pour être tenu au courant des vidéos, des posts communautaires, des lives, etc. Vous connaissez la chanson. Moi, je ne vous embête pas plus, je vous souhaite dès à présent très bonne journée, une très bonne semaine, de très bons visionnages. N'hésitez pas à me dire si vous commencez la série Deville in Ohio. Et nous on se dit à très vite. Mince, comment ça se dit
J'arrête pas de dire christique, mais c'est pas vrai. Enfin si, c'est christique, genre ambiance religieuse, mais satanique. Il y a un côté un peu satanisme, le fantasme satanique. Tu veux rester là? Oui, je te dérange, mais t'es sur ma place. D'accord, reste là. Vous avez vu comme elle est belle ma tasse? Tu prends trop de place, mon chat. Mais moi j'ai bien aimé. Je trouve que oui, c'est cliché, mais c'est sympa. C'est cliché, mais c'est sympa parce que ça parle à tout le monde, c'est des codes qu'on connaît. Et du coup, on n'est pas perdu quand on regarde la série. J'ai commencé à sortir mes trucs de Halloween. Je sais, c'est pas la saison, je m'en fiche. T'es bête, mon rat. Tu fais trop de bêtises. Allez, à ta place. Là-bas. Va à ta place. Zou, hop. Hop. Voilà, c'est bien. Hyper envie de re-regarder la série Bones, du coup. Mais j'ai pas le temps.